Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Chaque mois, nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Avec des experts, des témoins, des reportages, nous décortiquons les rouages de l'économie. Pour nous accompagner, Didier Bruno. Bonjour Didier. Bonjour Christophe. Très content de vous retrouver et de vous recevoir. Vous êtes membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Vous serez notre expert aujourd'hui avec au menu... On va parler de l'économiste Esther Duflo et puis ensuite on va essayer de répondre à une question d'un internaute sur l'indice Argos. L'indice Argos, on connaissait la balise, vous allez nous présenter l'indice. Inventer des solutions locales à des besoins locaux et permettre aux bonnes idées d'émerger, c'est l'objectif du start-up de territoire. L'opération sera relayée à Grenoble en octobre et illustre cette fameuse innovation sociale selon laquelle nous sommes tous potentiellement des porteurs de projets nouveaux. Illustration concrète dans un instant. Et puis focus sur une entreprise de Voiron qui prend le plus grand soin de nos pieds. Sidas fabrique et conçoit des semelles, des chaussons, des chaussettes en partant du principe que chaque pied est unique et mérite le plus grand des conforts. En 40 ans, l'activité s'est considérablement élargie, passant du ski au running, du sport au médical. Voilà pour le sommaire, c'est parti pour Classe Affaires. Installez-vous confortablement pour un nouveau voyage dans le club de l'économie en Isère. Alors Didier, avec Stéphanie, on avait régulièrement l'habitude de présenter des économistes, de présenter une galerie de portraits. Elle nous avait présenté Schumpeter, Keynes, Smith ou encore Turgot. Vous avez choisi d'évoquer une autre économiste française, contemporaine, professeure au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, professeure aussi d'ailleurs au Collège de France, c'est Esther Duflo. Alors elle est peu connue du grand public, pourtant très influente, réputée notamment pour ses réflexions, ses thèses sur la pauvreté et l'économie du développement. Oui, alors Esther Duflo est peut-être pas très connue du grand public, mais elle a intégré le cercle très restreint des 100 intellectuels qui comptent au niveau mondial. Donc c'est important et c'est pour ça qu'on voulait vous la présenter, parce que Esther Duflo, c'est un parcours, vous allez voir, intéressant, mais c'est aussi une façon de voir l'économie tout à fait atypique et tout à fait novatrice. Voilà, donc c'est une femme de 46 ans qui, je crois, se destinait à être historienne sur la Russie et qui, j'allais dire, conseillée par deux de ses amis, les deux économistes connus, Daniel Cohen et Thomas Piketty, elle décide de travailler sur des sujets autour de la pauvreté de l'économie du développement et part aux États-Unis. Comme vous l'avez dit, Christophe, elle va travailler au MIT et je crois qu'elle devient professeure à 29 ans, ce qui est quand même un tour de force. Voilà, donc ces domaines de prédilection, c'est vraiment l'inclusion financière, c'est vraiment la pauvreté, l'économie du développement, le microcrédit. Et donc elle va s'attacher à explorer toutes ces différentes facettes du développement et de la pauvreté. Voilà, elle va donc écrire un livre, Repenser la pauvreté, avec un économiste indien, Abhijit Banerjee, qui a remporté en 2011 le prix Business Book de l'année. Voilà, donc beaucoup de succès. L'ancien président des États-Unis, Barack Obama, l'avait intégré dans ses équipes pour travailler sur le développement durable. Et je crois que les plans santé et les plans pauvreté que le président Macron a présentés récemment se sont inspirés aussi, directement ou indirectement, des travaux d'Esther Duflo. Bref, quelqu'un qui compte au niveau mondial dans cette spécialité. Certains disent même qu'elle est nobélisable. Hein. Nobélisable, voilà, tout à fait. Didier, comment expliquer que ces travaux soient d'ailleurs aussi reconnus sur le plan international ? Alors, ces travaux sont reconnus parce que, j'allais dire, c'est pas trop les sujets qu'elle traite qui sont novateurs, mais c'est la façon dont elle les traite. Esther Duflo, c'est beaucoup d'analyse de terrain, c'est beaucoup de pragmatisme, c'est des passerelles aussi entre la macroéconomie et la microéconomie. Elle est assez loin des querelles idéologiques, assez loin des postures, et elle cherche tout simplement à vérifier si ça marche. Voilà, et je pense que c'est important. On est dans un monde où on dit toujours que c'est la fin un peu des idéologies. Il ne faut peut-être pas aller trop loin, mais en tout cas, c'est aussi important d'évaluer et de voir que ce qu'on décide,
qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça marche, est-ce que les objectifs sont atteints. Et donc, cette méthode de l'observation, c'est quelque chose qu'elle a développé tout au long de ses travaux, notamment sur la pauvreté, l'économie et le développement. Alors, une économiste de terrain, quelques exemples concrets de domaines sur lesquels ces travaux peuvent avoir une influence? Oui, alors, ces travaux ont eu de l'influence. Par exemple, elle a travaillé sur le microcrédit, elle a travaillé sur, je vous donnerai une petite anecdote, sur les moustiquaires au Kenya, elle a travaillé sur... Elle travaille de la façon suivante, un petit peu à la manière des laboratoires pharmaceutiques qui font des tests. Elle travaille sur des populations qui donc sont en posture de recevoir une aide, de recevoir un investissement, etc. Et elle compare ce qui se passe pour ces populations avec les mêmes populations dans un groupe témoin qui, eux, n'auraient pas reçu cette aide. Et donc, elle voit l'écart, elle évalue, en fait, les résultats très concrètement de l'action, qu'elle soit publique ou privée, proposée. Voilà, dans l'histoire des moustiquaires, c'est assez amusant. Au Kenya, voilà, l'histoire des moustiquaires, on cherchait à savoir si l'utilisation de la moustiquaire était liée au prix ou au revenu du Kenyan. La moustiquaire, bien sûr, pour protéger contre les maladies, dont la malaria. Et on s'est très, très vite rendu compte que dans les endroits et dans les groupes dans lesquels elle avait proposé la gratuité, il n'y avait pas plus d'utilisation de moustiquaires que dans les groupes ou dans les endroits où la moustiquaire était payante. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas eu en amont, j'allais dire, une sensibilisation à l'intérêt de la moustiquaire pour se protéger de la malaria. Voilà le type d'expérimentation très terrain. C'est quelqu'un de très terrain, très attaché au réel. Voilà le type d'expérimentation qu'elle propose. Alors vous avez aussi évoqué le microcrédit. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de banques proposent ces microcrédits aux personnes les plus en difficulté. Que dit Esther Duflo sur ce sujet? Oui, alors quand j'ai vu ce qu'elle avait dit, je me suis dit, oh là là, c'est pas tout à fait raccord avec ce qu'on pense. Mais en fait, si. Mais indirectement, nous, dans le groupe BPCE, notamment la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, on a tout un parcours confiance autour du microcrédit parce qu'on considère que c'est un outil important pour permettre à des gens, j'allais dire, de changer de vie, de sortir de leur situation. Et on a de très, très beaux résultats là-dessus. Esther Duflo, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, en fait, quand on regarde, quand on évalue le microcrédit, ça n'éradique pas ou ça ne fait pas reculer la pauvreté. Ce qui est vrai, par contre, ce qu'elle dit aussi, c'est que, bien entendu, il faut maintenir le microcrédit parce que c'est un outil de valorisation personnelle, de valorisation sociale et tout. Donc c'est assez intéressant de voir que si on veut travailler sur la pauvreté, le microcrédit peut être un des outils, mais ce n'est pas la panacée et l'outil. Donc en ça, j'allais dire, les analyses d'Esther Duflo permettent à chaque fois d'avoir un prisme très terrain, très pragmatique sur l'évaluation des choses. Elle a été récemment nommée au Conseil scientifique de l'éducation nationale. Est-ce qu'on peut penser que cette approche terrain, ça va servir à ce niveau-là ? Oui, je crois que cette approche terrain, l'éducation nationale, avec cette vision que nous avons tous, un peu universaliste, que tous les enfants doivent apprendre au même moment la même chose, quel que soit leur âge, quelle que soit leur personnalité, quel que soit leur lieu de vie. Je crois que l'introduction des sensibilités telles que celles que porte Esther Duflo permettent de travailler sur des parcours, j'allais dire, plus adaptés, des pédagogies adaptées, différenciées. En fonction des élèves. C'est une petite révolution, dans le pacte républicain, c'est une petite révolution. Donc elle va apporter cette sensibilité à partir, là aussi, d'évaluation de terrain. Ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, on change. Si ça marche, on continue. Voilà, donc il faudra bien sûr, et ça je crois que c'est encore une fois la richesse de sa pratique, c'est qu'elle évaluera aussi. Il faut toujours évaluer ce qu'on décide pour voir ce que ça donne très concrètement. Merci beaucoup Didier. Beau portrait, retenez ce nom, Esther Duflo. On entendra encore beaucoup parler. Une femme inspirante dont l'influence est internationale et grandissante, un peu plus connue désormais grâce à vous. Merci. Des nouvelles à présent de MoveLab dont on a déjà parlé ici. Cette start-up issue du Leti de Grenoble a mis au point une solution de fitness interactive et ludique. Une innovation technologique où le sport rencontre le jeu. Après 3 ans de recherche et des tests, elle passera à la phase de commercialisation en 2019. Et pour financer cette étape, elle lance une première levée de fonds. Elle cherche 220 000 €. Laurie Baillet.
Faire du fitness tout en s'amusant, c'est le pari de MoveLab, une start-up grenobloise créée en 2016 par Hervé, Laurent et Olivier. Leur but, motiver les adhérents dans les salles de remise en forme dans la durée, à l'aide d'un outil interactif et ludique. On développe une plateforme numérique qui est à la fois matérielle et logicielle, qui intègre des capteurs qui sont capables de mesurer les performances physiques, les paramètres physiologiques et surtout de reconnaître les mouvements que l'on réalise. Ensuite, les données de ces capteurs sont transférées à un hub, le hub de la salle, qui permet de faire le lien en fait, entre l'utilisateur et l'entraînement sportif qu'on lui propose. MoveLab propose un circuit training individuel ou collectif composé de différents exercices comme le vélo, la boxe ou du rameur, avec un objectif jeu à atteindre. On sera les premiers sur le marché grenoblois à proposer cette nouvelle technologie dans une salle de fitness. Elle permettra encore un suivi plus approfondi des performances des clients. Ils pourront vraiment en temps réel savoir ce qu'ils ont accompli, leurs performances, leurs capacités physiques. Ici, c'est le coach sur vidéo qui montre les mouvements et donne la bonne cadence. J'ai bien aimé, pourquoi ? Parce qu'il y a un côté jeu vidéo en fait, j'ai trouvé, tout en faisant du sport et du coup c'est super intéressant en fait. Et ça fait faire du sport, ça fait faire du cardio, beaucoup de cardio et c'est intéressant. Ouais. C'est super intense, comme il n'y a pas tant de repos entre les exos. Donc du coup, ça permet de brûler énormément de calories et franchement, c'est super. On n'a pas l'impression de se dépenser en fait en faisant du sport. MoveLab propose aussi des escape games sportifs de 45 minutes qui se jouent entre 4 et 12 personnes. Et avec cette levée de fonds lancée sur Internet, vous pouvez vous aussi devenir actionnaire de MoveLab à partir de 2 000 €. La start-up vise un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros d'ici 2022. MoveLab est sélectionné cette année encore par Classe Affaires pour le prix Innover pour gagner. Il sera remis début mars à l'occasion du forum du même nom. Chacun de nous peut être à l'origine d'un projet économique et il n'y a rien de pire qu'une bonne idée qui reste dans les cartons sans tentative de développement. Alors comment recenser ces bonnes idées, comment leur permettre d'émerger en les accompagnant? C'est l'objectif de Start-up de territoire. L'opération vise à mettre l'énergie citoyenne au service de l'innovation sociale. On en parle avec deux invités. Yann Salette de l'association Gaïa qui organise ce Start-up territoire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste en accompagnement d'entreprises solidaires. Également sur notre plateau, Naïm Schneiders, bonjour. Bonjour. Alors vous portez le projet Reversible pour remettre au goût du jour les consignes de bouteilles d'antan. On va voir ce business model dans un instant. Start-up de territoire, avant cela, on peut dire que ça a été organisé déjà à Lille, à Strasbourg, à Valence, en octobre à Grenoble. C'est une soirée d'échange, de réflexion pour faire émerger des bonnes idées locales ? Tout à fait. On a écumé pendant 6 mois le territoire à la recherche des bonnes idées de porteurs de projets émergents, de besoins aussi non satisfaits. Parmi la centaine de projets qui nous sont parvenus, on a sélectionné 40 qui correspondent à des besoins non satisfaits, qui appellent des solutions sociales, solidaires, qui sont des porteurs de projets émergents ou alors des bonnes idées qui fonctionnent ailleurs et qui méritent d'être challengées sur notre territoire. Oui, on accepte de copier des bonnes idées d'ailleurs. Tout à fait. L'innovation, ça passe par là aussi. Et ces 40 défis sont accompagnés par 40 professionnels du coaching, de l'accompagnement, de l'animation. On prend ces défis, ces animateurs, plus 500 participants citoyens du territoire. On les met tous dans le GEM, on secoue bien fort et il en ressort 1001 bonnes idées pour répondre aux besoins du territoire. Et peut-être demain des entreprises à succès. Alors toutes ces idées, elles ont un point commun. Elles illustrent le thème de l'innovation sociale liée au territoire. Les réponses locales aux besoins locaux. Tout à fait. Grenoble est connu pour l'innovation technologique, reconnue internationalement. L'agglomération de Grenoble est aussi un territoire d'innovation sociale. L'innovation sociale, effectivement, elle part vraiment de besoins pas ou mal satisfaits, que ce soit par les politiques publiques ou que ce soit par l'économie de marché classique, et qui appelle des solutions innovantes dans le domaine de l'alimentation, de la mobilité, de l'énergie, du déchet, de la solidarité. Il existe plein de domaines dans lesquels
effectivement, un modèle économique hybride peut être vraiment développé. On prend l'exemple Emmaüs, par exemple. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un d'assez connu qui a eu à la fois un engagement, une révolte, une passion, et qui a créé le mouvement Emmaüs, qui a donné le mouvement qu'on sait au niveau national, mais Emmaüs Grenoble, donc, qui est sur 3 sites, c'est plusieurs millions de chiffres d'affaires avec 0 subvention sur un principe très simple de réemploi et de revente d'objets. Alors vous le disiez, effectivement, tous les domaines d'activité peuvent être concernés. Quelques exemples de ces idées, de ces 40 idées que vous avez sélectionnées. Alors, effectivement, parmi les bonnes idées qui existent ailleurs, qu'on appelle de nos voeux, il y a Ma Friche Urbaine, qui existe à Lyon, mais qui existe aussi à Paris. Il s'agit d'occupation de locaux vacants de manière éphémère, friches, locaux, beaux. Il y a beaucoup à faire pour occuper cet espace-là. Parmi les porteurs de projets innovants, il y a bien sûr le bar Radi qui va investir 2000 m² de toit sur un parking silo pour en faire un espace de maraîchage, mais un bar-restaurant aussi. Et il y a aussi tout un tas de défis qui concernent des projets qu'on appelle de nos voeux sur des maisons de retraite d'un autre type, ou sur la sauvegarde du métier traditionnel de gantrigue sur Grenoble, où le dernier maître gantier va cesser son activité bientôt. Il y a tout à faire pour poursuivre cette activité. Bon, moi j'avais relevé aussi le Parlons Boutique, qui est un nouveau modèle de centre commercial tourné vers le commerce de proximité. Finalement, Didier, on est là sur cette fameuse ESS, cette économie sociale et solidaire dont on a déjà parlé dans cette émission. Oui, c'est un secteur qui est en pleine évolution depuis les lois Hamon, etc., l'entrepreneuriat social et tout. C'est important parce que ça contribue à faire grandir un territoire, ça contribue à créer du lien social, ça contribue aussi à couvrir les besoins de nos concitoyens, les besoins que, comme vous l'avez très bien dit, qui ne sont pas couverts ailleurs. Nous, c'est un marché, j'allais dire, plein et entier, au même titre que les entreprises classiques. C'est un vrai vecteur d'emploi. C'est un vrai vecteur d'emploi, c'est un vecteur de développement économique. Et puis surtout, je pense que pourquoi on reparlera beaucoup et pourquoi on parle beaucoup de ce secteur, parce que je crois qu'il y a du sens dans ce qui est fait. Et c'est ce que nous recherchons tous, ce que recherchent les jeunes générations. Donc voilà, c'est un travail qui est fait avec une certaine direction, une certaine éthique, un certain sens. Et ça, je crois que c'est extrêmement adapté aux demandes de notre société aujourd'hui. Alors, illustration avec une autre idée qu'on peut trouver lors de cette soirée. Tout est bon dans le carton, une filière qui réutilise les cartons et donc reversible. Naïm Schneiders, c'est vous qui portez ce projet avec d'autres. Ce reversible, c'est un système finalement que nos grands-parents connaissaient. C'est le système de la consigne des bouteilles de verre. C'est ça, en effet. Aujourd'hui, la gestion des verres, c'est le recyclage. Donc on collecte, on refond et on redistribue. C'est assez énergétique, c'est coûteux et ça a un impact écologique important. Ici, ce qu'on propose, c'est le réemploi. Comme faisait nos grands-parents, comme vous disiez, c'est le consommateur est vraiment l'acteur principal. Il ramène ses bouteilles, on les collecte, on les lave et on les réinjecte dans le circuit. Donc il faut remettre au goût du jour, réorganiser cette filière qui n'existe plus. Qui n'existe plus, Comment on oui. s'y prend ? L'idée, c'est de sensibiliser, de se remettre à... Voilà, j'achète ma bière, j'achète mon pot de miel, j'achète ma bouteille de lait. Et une fois que je l'ai consommée, je la ramène chez le producteur. Après, nous, on prend en charge de collecter, de laver et de réinjecter dans le circuit. Alors ça, vous le dites facilement, mais prendre en charge, transporter, laver, ramener aux producteurs du coup de bière, de lait ou de vin, c'est une réorganisation totale. C'est une réorganisation complètement. On doit tout reprendre de A à Z, dans le sens où il va falloir repenser au transport, aussi à son impact écologique, travailler main dans la main avec la métropole grenobloise, avec le territoire du Grésivaudan, travailler avec les producteurs, ce sont les premiers avec qui on va travailler évidemment, et clairement sensibiliser de manière importante les consommateurs, les consommateurs si je puis dire. Et là on revient à cette notion de territoire, d'économie de territoire, parce que votre proposition finalement elle ne tient, elle n'est rentable, elle n'est viable que sur un rayon d'action limité. On ne peut pas dépasser aux alentours des 100 km par rapport aux moyens de transport et pour la collecte. Et c'est certain qu'on doit penser à améliorer les process de travail avec énergie renouvelable, traitement des eaux par exemple. Oui, il faut que le processus de réflexion soit
complet. Ah oui, tout à fait, oui. Parce qu'il est évidemment basé sur ce fameux développement durable. Oui. Donc vous me dites aujourd'hui, quand j'apporte mes bouteilles de verre dans la colonne à verre, j'ai pas un geste très vertueux. Non, en effet, avec le réemploi, ici on est à une économie de 75% d'énergie primaire. C'est une baisse clairement très importante pour les collectivités, pardon. Donc par rapport au recyclage, oui, c'est assez primordial de plutôt réemployer que de recycler. Donc si je comprends bien, dans votre projet, il faut resensibiliser le consommateur que je suis en me disant finalement ta bouteille de lait, tu ne la jettes pas dans une colonne à verre, mais tu la rapportes à la consigne. Donc il faut sensibiliser le consommateur final et puis sensibiliser aussi les producteurs parce que ça peut être aussi rentable pour le producteur, pour le microbrasseur, pour le viticulteur. Oui, l'idée c'est que lui s'y retrouve. Au jour d'aujourd'hui, il achète des verres qui sont pour une utilisation. Donc ça leur fait mal de voir ce verre qui paraît être brisé. Le verre doit être plus épais pour que nous, on puisse le laver, évidemment, que ça résiste aux procédures de lavage. Et pour lui, c'est plus qualitatif d'avoir son contenu, finalement, sa bière, son lait dans un verre plus épais. Donc aujourd'hui, votre projet sera présenté à cette soirée Start-up de territoire. Il en est où, votre projet, le business model, il en est où? Vous en êtes à l'étude de marché, c'est ça? On est à l'étude de marché, étude de faisabilité et étude aussi des process techniques pour essayer de les améliorer et voir quelles sont les capacités et la mise en place possible. Bon, puis après, il y aura la recherche de financement avec, j'imagine, le soutien des collectivités qui sera indispensable. Exactement, ouais. Voilà un exemple très concret de ces initiatives locales sur le territoire et on voit bien leur imbrication sur le territoire. Tout à fait. Il y en aura une quarantaine, donc ce sera pour la start-up de territoire. Merci beaucoup Yann Salet-Neimschneider d'avoir été nos invités. Merci à vous. Dans un instant, nous partons dans le Voironnais découvrir un fabricant et un distributeur de semelles de chaussons de confort. En un peu plus de 40 ans, Sidas est devenu l'un des leaders en matière d'isolation au service de nos pieds. Découverte dans un instant. À tout de suite. Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble avec Didier Bruno, notre consultant, membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Et sachez que vous retrouvez les 10 années de Classe Affaires dans un supplément spécial distribué avec Présence, avec Nord-Isère Économie, un supplément dans lequel vous retrouvez les coulisses de Télé Grenoble et les grandes sagas, les grands focus que nous avons posés sur les entreprises iséroises en 10 ans de Classe Affaires à découvrir donc dans ce supplément. Dans un instant, découverte de Sidas, une entreprise de plus de 100 salariés, 160 salariés à Voiron, spécialisée dans le confort de nos pieds, au départ pour les skieurs, aujourd'hui pour les runners, les marcheurs, les cyclistes et aussi pour des réponses en pathologie. Une remarquable réussite. Avant cela, la traditionnelle question de l'internaute. Vous le savez, dans Classe Affaires, vous pouvez nous envoyer vos questions. Notre expert y répond. Et cette semaine, Didier, la question est signée Martin, qui veut savoir ce qu'est l'indice Argos. L'indice Argos, et non pas la balise Argos. Rien à voir. C'est un indice qui est utilisé dans le monde financier. Qu'est-ce que c'est que cet indice? En fait, cet indice mesure l'évolution de la valeur des entreprises qui ont fait l'objet de transactions, c'est-à-dire d'acquisition ou de cession. Et cette valeur est ramenée à un indice de rentabilité de cette entreprise. Aujourd'hui, on est à peu près... Alors, l'indice de rentabilité s'appelle l'EBE, on ne va pas rentrer dans la technique, mais aujourd'hui, on considère que sur la fin là, du semestre 2018, donc au mois de juin, cet indice était de pratiquement 10 fois l'EBE, c'est-à-dire qu'en moyenne, les entreprises se sont vendues autour de 10 fois leur indicateur de rentabilité. Ce qui est bien sûr très élevé, historiquement très élevé. Pourquoi est-ce que c'est très élevé? Alors c'est très élevé parce que bien sûr les conditions sont très bonnes aujourd'hui pour un grand groupe qui voudrait acquérir une entreprise. D'abord, il a beaucoup de trésorerie, il y a beaucoup de liquidités. Ça, c'est un facteur important. Deuxièmement, les taux d'intérêt sont assez bas. Donc, il y a un effet de levier qui est tout à fait intéressant à jouer avec des financements bancaires ou autres, à des conditions quand même très compétitives. Et puis, il y a quand même une croissance économique, même si elle s'est un petit peu ralentie en 2018, qui reste bonne. Voilà, donc cet indice, il est suivi par les banques d'affaires, par les chefs d'entreprise, bien sûr, qui veulent vendre leur entreprise, par les experts comptables et par tous les fonds d'investissement, de capital développement, de capital transmission. Et vous savez que nous sommes
dans une région où il y a beaucoup de fonds d'investissement, parce que nous sommes dans une région très dynamique. Merci Didier. Voilà pour cet indice Argos. Si vous aussi, comme Martin, vous voulez des précisions sur une notion économique, sur un mécanisme financier, sur un placement, eh bien n'hésitez pas, écrivez-nous classeaffaires@telegrenoble.net. Il n'y a rien de plus important au quotidien que de prendre soin du confort de ses pieds. Chaque jour, 1,5 million de personnes utilisent les produits de l'entreprise Sidas, basée à Voiron. Elle est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la podologie, partant du principe que chaque pied est unique. Sidas a plus de 40 ans, emploie près de 160 personnes. François Duvillard est avec nous, directeur général de Sidas à Voiron. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça faisait longtemps qu'on voulait présenter votre entreprise. Sidas qui invente en fait et fabrique tout ce qui est nécessaire au confort de nos pieds. Oui, tout à fait. L'intérêt primaire, c'est de se dire on veut libérer les pieds de l'inconfort, du froid, des pathologies, parce qu'on se rend compte que les gens ont d'autres choses à faire. Donc si on leur amène du confort, du bien-être, ils pensent à autre chose, ils ont 100% de leur cœur et de leur âme dans leur activité. Alors c'est très beau, très philosophique. Concrètement, ça donne quoi? Des semelles, des chaussons confort, chauffants? Oui, concrètement, en termes de produits, ça va être des semelles, des chaussons, des chaussettes, des systèmes d'analyse plantaire, des matériaux, des accessoires de chaussures. Donc c'est un monde, en fait, ce qu'on appelle le monde Sidas. C'est 39 000 types d'articles. C'est plus de 10 000 clients dans le monde, donc ça fait une sacrée valise. Alors il y a les produits et puis il y a aussi les machines qui permettent de faire ces produits. Tout à fait. En fait, c'est une trilogie. Et on peut prendre l'exemple de la pizza comme un exemple. Il faut un four à pizza, il faut des composants et il faut un pizzaiolo. Donc on forme des personnes, on est pizzaiolo en chef. On développe des machines, donc des fours à pizza et les consommables, les matières pour faire un système pour qu'à la fin, il y ait une bonne solution. Alors vos fours à pizza, c'est concrètement des machines qui permettent aux professionnels de mouler des semelles, c'est ça, sur mesure? Il y a 3 étapes. Il y a une étape d'analyse. Donc analyser les pieds, leur posture, leur dynamique. Une deuxième étape qui est de choisir des matériaux et de les chauffer. Et une troisième qui est de les mouler. Donc c'est une trilogie également pour le meilleur et individualiser les solutions parce que chaque personne et chaque pied est unique. Passionnant. Alors on va évidemment découvrir les coulisses de tout ça. On a vu les produits. Quelles activités ça concerne? Je disais évidemment avant tout le monde du sport. C'est d'ailleurs de là que tout est parti. C'est parti du sport. Hein. C'est parti je dirais même de Voironnais, de Grenoblois par rapport à des problèmes de pied dans le ski. Ensuite, c'est parti dans beaucoup de différents types de sports. Et également la partie pathologique. Donc, il y a 3 accès. Il y a le sport, il y a le quotidien. Au Japon, on est très présent dans le quotidien. Et l'approche par pathologie, plutôt podologue ou podorthésiste, qui sont les professionnels du pied. Alors, effectivement, il n'y a rien de pire qu'une chaussure de ski dans laquelle on n'est pas à l'aise. Ça, c'est évident, tout le monde a pu le tester. Mais il y a des applications pour les cyclistes, je le disais, pour les golfeurs. Enfin, vraiment. Tout à fait. De la Ryder Cup à Astana, on équipe beaucoup d'athlètes. Plus de 44 médailles au JO de Yongpyong. Donc ça montre que cette technologie qui est auprès des athlètes est également disponible pour le commun des bipèdes. Ah oui, alors du coup, il y a des grands athlètes, des grands champions qui sont chaussés Sidas. Si on part de Luc Alphand à Martin Fourcade aujourd'hui ou Maurice Magnifica, effectivement, ils sont bien... Parce que ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient bien dans leurs chaussures pour penser à autre chose. C'est ça. On veut que leur tête, leur cœur soient dans leur sport et pas dans leurs pieds. Donc on libère des cellules de cerveau pour ce qui se consacre à ce qui est important. Alors, vous le disiez, il y a aussi toutes les applications en matière de santé. Ça, c'est le tournant qu'a pris l'entreprise dans les années 80, 85. Évidemment, il y a des applications pour l'orthopédie. Exactement. En fait, les technologies de départ qui ont été utilisées sur les athlètes de haut niveau ont permis d'être amenés dans le monde de la podologie, de la podorthèse ou de l'orthopédie, pour que quand vous avez un problème de pied chez le médecin, votre prescription, et le spécialiste en question va thermoformer, adapter des matériaux pour votre bien-être liés à des pathologies de pied ou posturales. Parce que le pied, c'est un moyen d'accès, donc soit des problèmes de pied ou des problèmes de posture. Alors, à l'origine, fondée en 1975, Sidas, par 3 moniteurs de ski, on y revient, notamment Loïc David. L'idée lui est venue en voyant une empreinte de pied dans le sable sur une plage. Regardez ce reportage de Julie Ségala. Sidas, une success story à la française, imaginée à Hawaï par Loïc David, alors moniteur de ski. Une empreinte de pied sur le sable mouillé et le concept était né, fabriquer des semelles uniques sur mesure thermoformables, adaptées à chaque pied. C'était en 1975, il s'associe alors avec ses amis, Jacques Martin et Gabriel Pellicot, et c'est un plat gratin sorti de sa cuisine dauphinoise qui permettra de mouler les premières semelles. C'était le parti d'un constat, en fait, c'est qu'on est toujours mal dans les chaussons de ski. Et donc le chausson de ski était un des produits du début de la société Sidas. Et ils ont complété au fur et à mesure avec des solutions comme la semelle pour un soutien, également sur des chaussettes, mais beaucoup plus tard.
La semelle devenait évidente dès que Loïc a eu cette idée en disant, en voyant les traces dans le sable, il dit il y a quelque chose à faire pour le soutien. Et donc avec la semelle, on a pu compenser la problématique qu'on peut avoir lorsqu'on marche. Dès ses débuts, SIDAS fait le pari de répondre aux exigences d'une pratique sportive, mais rapidement, les dirigeants voient plus loin et s'orientent en 1985 vers le médical avec Podiatech, une marque de semelles orthopédiques. Et c'est dans cet entrepôt à Saint-Jouard que la société voironnaise fabrique une partie de ses produits. Plus de 600 000 paires en 2017, préparées et découpées sur des machines numériques. Le process de fabrication, il se déroule en 3 étapes. On va avoir une étape de préparation de la matière première pour appliquer en fait une couche d'adhésif qui va permettre en fait après de pouvoir assembler les semelles. On va aussi avoir la préparation de matière où on va pouvoir débiter les rouleaux. On débite les rouleaux en plaques pour ensuite les passer sur notre outil de production. Une fois que toutes ces matières elles sont préparées, du coup, on les amène sur notre outil de découpe où on va venir découper toutes les pièces en fonction d'une commande qui a été faite, en fonction du nombre de paires demandées et de l'article demandé. 40 ans après sa création, SIDAS totalise 109 marques et 15 brevets. Elle emploie aujourd'hui 150 salariés et réalise un chiffre d'affaires avoisinant les 45 millions d'euros. Mais le leader européen de la semelle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Un plan de développement est dans les starting blocks avec pour objectif 70 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025. Bon, François Duvillard, on a du mal à le croire quand même, une saga exceptionnelle, 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, tout ça parti d'une trace de pas dans du sable et d'une prothèse moulée dans un plat à gratin. Et pourtant, c'est vrai. HP à son garage et nous, notre plat à gratin. Ça, c'est quand même étonnant. Alors, tout le business model de l'entreprise est basé sur le sur-mesure. Sur l'adaptation à l'individu. Je crois qu'on ne prend pas assez conscience que chaque personne est unique, chaque pied est unique. 7 milliards de bipèdes, 14 milliards de possibilités. Donc on est là pour adapter toutes les solutions pour le bien-être de chacun. Et effectivement, on est dans une société de customisation et d'expérience. Donc on amène de la customisation et d'expérience pour le bien-être de tous. Alors, on le disait dans le reportage, plus d'une centaine de marques dans de très nombreux pays. Vous avez combien? Une quinzaine d'entités présentes dans le monde? Oui, on appelle ça le monde SIDAS, plus de 15 filiales pour les 500 personnes dans 45 pays, ensuite en distribution et en commerce, et plus de 10 000 points où vous pouvez trouver nos solutions. Ça, c'est étonnant. Alors, ces points, c'est quoi? C'est de la grande distribution pour les sportifs et des podologues pour la branche santé? Tout à fait. On a 3 réseaux. Le réseau magasin de sport, toutes les branches, du grand compte au petit magasin de montagne à Prapoutel, jusqu'aux pros du pied, qui sont des podologues, des podorthésistes ou des orthopédistes, et des magasins de chaussures, comme au Japon, où nous sommes très présents dans le quotidien. Alors vous avez intégré, on l'a vu, SIDAS est né il y a plus de 40 ans, dans les années 70. Vous avez intégré l'entreprise en 96, à l'époque au marketing. Et vous avez repris l'entreprise en 2003 avec 2 de vos collègues par un LBO, un LMBO, précisément. Hop, petite révision, Didier. LMBO, c'est une technique financière qui est utilisée dans le rachat d'entreprises, notamment dans le cas de SIDAS, donc des cadres supérieurs de l'entreprise qui décident de racheter leur entreprise. Donc ils créent une structure. Cette structure, ils vont y apporter des fonds propres, mais ils vont aussi l'endetter auprès d'une ou plusieurs banques. Et le remboursement de ces crédits se fera par distribution des dividendes de la société d'exploitation. Voilà, c'est le taux de rentabilité de l'entreprise finalement qui rembourse. Et donc LMBO, on dit que c'est une opération avec un effet de levier, puisque l'endettement apporte un effet de levier et permet donc à des sponsors de racheter une entreprise. Donc reprise en 2003. Tout à fait. L'histoire dit que vous avez triplé le chiffre d'affaires depuis la reprise. On a quadruplé, oui. Quand on avait racheté en 2003, l'entreprise faisait 11 millions d'euros et pour 44 aujourd'hui. 45 même. Et on voit maintenant dans le reportage que vous visez les 70 millions à terme. C'est quoi les leviers de développement? On a 3 principaux leviers. On a géographiquement l'Amérique du Nord. On est présent déjà aujourd'hui, mais on vient d'ouvrir une filiale pour développer cette activité. Un deuxième point de levier qui est de dire on a beaucoup plus de croissance potentielle dans tous les produits autour du pied. La semelle, c'est bien, mais la chaussette, on a plein de produits dans les tuyaux. Et un troisième qui est également la partie première monte. On travaille maintenant avec beaucoup de marques de ski où on intègre nos solutions de chauffe en première monte, comme Michelin en première monte en voiture. Beaucoup de vos chaussures de ski demain seront pré-montées en thermique en chaussures chauffantes. Donc aujourd'hui, l'essentiel de l'activité se fait quoi sur la partie sport, c'est ça? Oui, on va dire les 2 tiers dans le sport ou le consumer et 30% dans la partie médicale.
Et une grosse partie de l'activité à l'étranger, à l'export. En 50-50 aujourd'hui à peu près entre effectivement ce qui est fait en export et dans lequel les pays européens sont très forts et une partie France. Et je le disais donc, au cœur de cet ADN, donc, il y a le sur-mesure, au cœur de la politique d'innovation, 5 à 7% du chiffre d'affaires investi chaque année dans l'innovation, que ce soit donc, on l'a dit, pour les pieds de sportifs ou pour les applications pathologiques. Des détails avec ce nouveau reportage de Julie Ségala. Échauffement, ampoule, entorse, douleur au genou, qu'ils courent sur route ou en montagne, 50% des pratiquants en moyenne se blessent chaque année. La faute souvent à un équipement mal adapté. Allier maintien, confort, souplesse et performance, c'est le pari de la société SIDAS. Expert en innovation, la marque sprint aujourd'hui sur le marché du running et du ski. Et pour fabriquer du quasi sur mesure, ils s'entourent de spécialistes et utilisent leurs propres machines, véritables bijoux de technologie. Soit on met les capteurs, soit on utilise des plateformes de pression, soit on va travailler plutôt sur de la vidéo. On va mesurer les pieds en 3D, au millimètre près. On est capable de savoir quelle est la forme de leurs pieds, mais surtout on va analyser leurs mouvements. Donc souvent c'est à l'œil, ou alors on s'appuie sur des experts. On a tout un réseau d'experts qui connaissent parfaitement le milieu du golf, de la course à pied, du ski, qui eux vont nous faire remonter les besoins biomécaniques par rapport à telle ou telle activité. Qu'il soit plat, neutre ou creux, chaque pied a sa semelle SIDAS. Des innovations transversales adaptées à chaque produit, même en matière médicale. Grâce à sa marque Podiatech, chaque pathologie a sa semelle orthopédique. On va faire ensuite une analyse statique pour vérifier la morphologie quand la personne est debout, au niveau de ses genoux, au niveau de ses arrière-pieds, comment la personne se positionne dans l'espace. On va faire une analyse dynamique pour vérifier comment elle marche, chaussée, déchaussée, selon aussi les besoins. On va regarder l'usure de ses chaussures. On va faire aussi une analyse baropodométrique pour vérifier les points de pression, pour à la fin essayer de délivrer la semelle qui correspond le plus aux attentes et qui peut solutionner au mieux la problématique qui a été soulevée en début d'examen. Innover encore et toujours, c'est la marque de fabrique de la société SIDAS, un savoir-faire reconnu puisqu'entre 2008 et 2013, la marque a été récompensée pour plusieurs produits comme le chausson chauffant, les chaussettes 3Fit ou encore la machine FlashFit qui chauffe et adapte les semelles à votre morphologie. Des technologies basées sur une vingtaine de brevets, protégées par une vingtaine de brevets. J'aimerais qu'on revienne un peu sur cette application, ce custom, qui permet de personnaliser à 100% les semelles. En fait, il y a 3 étapes. La première, c'est l'analyse. Et aujourd'hui, avec des systèmes de scanner en 3D, on est très très précis sur la volumétrie du pied et ses pressions. De là, il y a un constat. Et du constat, on développe une technologie pour venir chauffer des matériaux et les thermoformer au plus près du pied pour s'adapter entièrement au pied et à la chaussure. Il faut le voir comme une sorte d'interface où on va éliminer les surpressions pour que vous soyez dans un environnement totalement adapté à vos besoins. Mais tout ça se passe chez le podologue? Chez le podologue ou le magasin de sport. Le magasin de sport est là pour du confort et de la performance. Le podologue est là pour régler des pathologies et des problèmes. Alors vous avez mis aussi au point, vous le disiez, d'ailleurs c'est un axe de développement important, des chaussettes et des chaussons chauffants. Tout à fait. Thermoformables, là aussi. Oui. Pour quelles applications? Aujourd'hui, les chaussettes chauffantes, par exemple, on prend l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, de décembre à mars, c'est très difficile d'être dehors. Donc les chaussettes chauffantes sont des batteries que vous venez clipser sur vos chaussettes avec des résistances et vous avez chaud tout au long de l'hiver. Ça alors, c'est incroyable. Le système, parce qu'on parle du confort du pied et de la chaussure, alors en station maintenant ça commence à être bien développé, on pense aux appareils qui permettent de chauffer et de traiter les chaussures aussi, oui. Grâce à des équipements à UV, c'est ça? Tout à fait, on a des accessoires individuels pour permettre de sécher et chauffer les chaussures pour quand vous rentrez dedans le matin ou vous les quittiez le soir, vous les retrouviez en bonne condition le lendemain. Ça, c'est incroyable. Et alors, du coup, vous avez une équipe de R&D qui s'organise comment? On a une dizaine de personnes qui est dédiée par type de compétences, plutôt métal, plutôt développement de produits soft, chaussettes, gants, une partie plutôt matériaux. Donc, ces 10 personnes travaillent sur ce qu'on appelle l'offre avec le marketing pour trouver des solutions aux besoins des marchés, sachant qu'effectivement, on travaille dans 45 pays, dans plusieurs marchés. Donc, il faut être très flexible du ciboulot. Alors c'est intéressant ça. Est-ce qu'il y a un pays où il y a un marché particulier, très typique, qu'on ne trouve pas ailleurs? Le Japon est très intéressant. On est présent au Japon depuis 1980. Les Japonais sont très friands de technologie et de prévention. Donc c'est un des seuls pays au monde où les gens prennent vraiment soin de leur santé avant d'avoir un problème.
Alors que dans les pays latins, c'est j'ai d'abord un gros problème et après je trouve une solution. Bon, voilà, le message est passé. On évoquait les axes de développement. Il y a eu de la croissance externe. Vous avez acheté une entreprise, c'était en 2013, une entreprise autrichienne. Tout à fait, une entreprise qui était innovateur dans tout ce qui était chauffant. Donc on a racheté la marque, les brevets qu'on a réintégrés à SIDAS dans notre campus à Saint-Joire. Et maintenant, on a totalement des solutions de chauffe pour les mains, les gants, le corps, et donner à chacun, parce que le confort c'est bien, mais la chaleur est généralement synonyme de confort. Et oui. Cette entreprise était thermique et quand vous l'avez rachetée, elle était plutôt en mauvaise passe. Tout à fait, un dépôt de bilan et on la connaissait assez bien et donc on a récupéré ce qui était intéressant et viable dans le long terme. Alors, ce qui est intéressant pour nous dans la croissance externe, c'est de voir ce que ça a permis à votre entreprise, à l'entreprise mère, de réaliser. Elle a permis, de mieux s'ancrer dans les pays germaniques. C'est une entreprise basée à Graz, donc on a mis le pied en pays germanique d'un point de vue géographique. D'un point de vue innovation, il y avait des brevets dans cette marque-là, et la marque était connue. Donc on a développé une marque, on a eu des technologies et un ancrage géographique dans le pays germanique. Et les entreprises françaises, en général, les pays germaniques, c'est pas facile. Ouais. Mais nous, on aime bien. Didier, exceptionnel, hein, c'est étonnant. Innovation et ouverture internationale, enfin c'est pas le carré magique, mais enfin c'est ce qu'on souhaite à toutes les entreprises parce que c'est vrai que c'est ça qui fonde leur pérennité. Et on voit là un axe de développement, on disait 70 millions d'euros escomptés d'ici 2025, c'est ça? Tout à fait, ouais, si l'alignement des astres continue comme ça, oui. On vous le souhaite. On vous le souhaite. Merci beaucoup François Duvillard d'avoir été avec nous. Merci Didier Bruno. Merci. Merci à tous. Classe Affaires à voir et à revoir bien sûr sur télégrenoble.net. Merci de votre fidélité. À très vite pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le club de l'économie en Isère. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.